En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le philosophe et écrivain Pascal Bruckner, auteur de nombreux romans et essais, Le sanglot de l'homme blanc, Un bon fils, Islamophobie, un racisme imaginaire, Un coupable presque parfait, La construction du bouc émissaire blanc. Avec lui, nous parlerons de cette marche contre l'antisémitisme qui se déroulera à 15h et qui a viré déjà à la marche de la discorde, même si on espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et plus largement, nous parlerons du conflit entre Israël et le Hamas et ses répercussions en France. Pourquoi tant de haine à l'égard des Juifs et d'Israël? Est-ce une haine de l'Occident? Peut-on toujours renvoyer dos à dos le Rassemblement national et la France insoumise? Que révèle le conflit entre Israël et le Hamas sur les fractures françaises? Tout de suite, les réponses de Pascal Bruckner en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Pascal Bruckner, bonjour. Bonjour Alexandre. Ravi de vous recevoir ce dimanche pour balayer cette actualité tragique autour de la guerre entre Israël et le Hamas, mais aussi sur ses répercussions en France avec cette marche qui aura lieu cet après-midi à 15h, marche contre l'antisémitisme. Est-ce que vous serez présent, Pascal Bruckner? Oui, j'y serai avec l'espoir, avec un double espoir. Le premier, c'est que la pluie s'arrêtera. Malgré la présence de François Hollande, qui avait eu ce mot fameux, gouverner c'est pleuvoir, et qu'il y aura du monde, parce qu'on a quand même le chiffre de la manifestation hier à Londres pour le Hamas, enfin pour la Palestine, mais aussi donc pour le Hamas, où il y a eu 300 000 personnes. Donc s'il y a 50 000 personnes, ce sera déjà un succès en France, mais je regrette que le président de la République ne vienne pas. Et qu'il y ait toutes ces discordes autour d'un thème qui devait justement rassembler les Français. Mais apparemment, c'est un thème qui fracture au lieu d'unir. Justement, le président de la République a dit, notamment à la BBC, et en off, que c'était pour ne pas donner l'image d'une France coupée en deux, mais comme s'il y avait deux camps. Mais c'était une marche contre l'antisémitisme, c'est pas une marche pour Israël. Est-ce que finalement, le président de la République, sans doute sans le vouloir, ne parle pas exactement comme Jean-Luc Mélenchon, qui l'a d'ailleurs félicité sur Twitter de ne pas venir. C'est terrible, effectivement. Mais là, on est dans le en même temps macronien. Enfin, c'est l'exemple de ce président qui a beaucoup de qualités intellectuelles, qui présente bien à l'international, mais qui n'a pas vraiment de consistance politique, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pense exactement. Et donc on a l'impression qu'il dit je peux pas aller à la marche contre l'antisémitisme parce qu'il faut quand même que je représente aussi les antisémites. Ça, il y a un dessin humoristique là-dessus, et que je ne peux pas les blesser. Or, ça devrait être une cause qui dépasse les clivages politiques. Et là, Emmanuel Macron a peut-être raté une occasion. D'ailleurs, dire que ces deux camps, ça peut être même insultant, justement, pour des musulmans ou des gens qui sont proches de la cause palestinienne, mais qui, en revanche, ne sont pas du tout proches du Hamas. Oui, bien sûr, on peut être musulman pro-palestinien sans être pour le Hamas. On peut être musulman et sympathisant aussi des Juifs de France. Donc il y a toutes sortes de positions possibles. Mais là, avec Netanyahou, il propose de créer une coalition anti-Hamas internationale. Donc tout d'un coup, toutes les armées occidentales allaient se mobiliser. Maintenant, il demande un cessez-le-feu. Mais où est la cohérence? Et le problème, c'est que le en même temps, c'est donc soutenir deux positions contraires simultanément, et en même temps, c'est soutenir des positions contraires dans le temps aussi. C'est-à-dire que dans la durée, on peut dire une chose et son contraire, et ça s'oublie. C'est très inquiétant. Justement, parmi les explications du changement de pied du président de la République, il y a peut-être effectivement, comme vous l'expliquiez, son goût pour le en même temps, mais est-ce que tout ça est pas révélateur finalement du climat en France? C'est-à-dire qu'effectivement, heureusement, il peut y avoir des musulmans anti-Hamas, des pro-palestiniens anti-islamistes, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment des fractures françaises? On y revient avec malgré tout des risques de tension, et que finalement le président de la République accepte d'être l'otage d'un certain communautarisme qui existe malheureusement dans ce pays.
Oui, moi j'ai été très choqué de voir que la mosquée de Paris, au lieu de dissocier la question juive en France des événements au Proche-Orient, s'est engouffrée dans une auto-victimisation. Et le recteur de la mosquée de Paris a parlé d'une atmosphère de haine anti-musulmane. Or, je regrette, il n'y a pas eu de manifestation en France au cri de mort aux Arabes, il n'y a pas eu de mosquée taguée, il n'y a pas eu d'agression contre des femmes voilées ou contre des hommes coiffés du petit képi musulman. Donc c'est la souffrance des Juifs, on veut se l'accaparer. Et si on parle d'antisémitisme, il faut immédiatement parler d'islamophobie, terme, je le répète depuis des années, qui pour moi n'a pas de sens, mais je pense que la mosquée de Paris a raté une occasion justement de montrer une certaine solidarité avec les Juifs de France. Et celui qui est le plus courageux, c'est l'imam Chalgoumi qui est menacé de mort 10 000 fois par les islamistes et qui va être à la manifestation cet après-midi avec le petit mot « je suis juif ». Mais lui, évidemment, il est bien seul tout de même. Il est totalement seul. Et ce qui est très triste, c'est que l'Islam de France, le CFCM, donc les autorités compétentes pour représenter l'Islam de France, prennent un point de vue qui n'est pas un point de vue républicain, prennent un point de vue confessionnel et communautariste. Et j'espérais mieux. Et donc ça n'augure rien de bon pour l'avenir, mais rien de bon du tout. Vous l'avez rappelé, vous contestez le terme islamophobie. Vous avez écrit un livre, je l'ai rappelé dans l'introduction, Islamophobie sur racisme imaginaire. Pourquoi est-ce que c'est un racisme imaginaire et pourquoi est-ce que vous le mettez pas sur le même plan que l'antisémitisme, par exemple? Parce que l'antisémitisme ne s'adresse pas au judaïsme, il s'adresse aux juifs en tant que peuple, à l'existence du peuple juif. L'islamophobie, donc, il faut rappeler l'origine du mot. Le mot est utilisé en 1910 par un administrateur colonial à Dakar qui gérait donc l'Afrique occidentale française et qui rappelle à Paris que la France ne doit pas faire preuve d'islamophobie puisque les sujets musulmans dans l'empire colonial français sont les plus fidèles à l'esprit impérial, au contraire des chrétiens africains, des animistes qui sont très hostiles et remuants. Et donc, il utilise ce mot, islamophobie, et puis le mot disparaît pendant presque un siècle et réapparaît dans les années 80 en Angleterre au moment d'affaire Rushdie. Il est repris en Iran et il devient une sorte de fanion international qu'on essaye de mettre en équilibre avec le mot antisémitisme. Mais alors, l'islamophobie veut dire que critiquer l'islam, remettre en cause ses dogmes, remettre en cause le voile islamique, le port de l'abaya, le burkini, la burqa, c'est être raciste. Or, ce qui est problématique dans les religions, c'est l'intolérance. C'est empêcher les gens de pratiquer leur culte. Mais on a le droit de critiquer les dogmes, on a le droit de se moquer des religions. Nous le faisons en permanence. Si vous lisez Charlie Hebdo, nous le faisons en permanence avec le catholicisme. L'anticléricalisme, qui est une tradition qui remonte au 19e siècle, extrêmement violente, ou même à la Révolution française, est un des traits de la nation, un des traits de la République, et qui parfois outrepasse ces règles de la bienséance. Mais on dirait que tout d'un coup, quand il s'agit, on peut se moquer également du judaïsme, on peut se moquer du bouddhisme, de l'hindouisme. Quand il s'agit de l'islam, il faut prendre des gants. Il est vrai que prendre des gants et être prudent dans ce cas-là s'impose, puisque la sanction, on l'a vu avec Samuel Paty, c'est la décapitation. Alors c'est vrai que les gens réfléchissent à deux fois avant de se moquer de l'islam. Il y a aussi Dominique Bertrand récemment, qui n'avait rien fait, mais qui était là au mauvais moment. Mais c'est Dominique Bernard, oui, tout à fait. Oui, c'est le seul monothéisme, enfin c'est même la seule religion qui impose au monde extérieur de ne pas avoir un examen critique à son égard. C'est hallucinant. Elle se constitue en confession intouchable. Or, évidemment, persécuter les musulmans est interdit, mais c'est un crime. Mais enfin, on a le droit quand même de s'interroger sur les dogmes de la religion du prophète. Merci Pascal Bruckner. On continue à discuter de ce climat en France, à quelques heures de la marche contre l'antisémitisme. On se retrouve après une courte pause, toujours en toute vérité, toujours avec Pascal Bruckner.
Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec Pascal Bruckner. Nous parlons de la marche contre l'antisémitisme, de cette montée de l'antisémitisme en France, de ses causes profondes. Pourquoi tant de haine à l'égard des Juifs et également à l'égard d'Israël. Nous parlions avant la pause avec Pascal Bruckner aussi du concept d'islamophobie. Pascal Bruckner nous disait ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, puisque l'antisémitisme c'est une critique du peuple juif en tant que juif et non pas du dogme religieux juif. On a tout à fait le droit d'interroger et même de critiquer les religions, et justement est-ce que tout ça révèle aussi que l'islam doit être peut-être profondément réformé. On a eu dans l'actualité un cas qui m'a beaucoup frappé, c'est l'imam de Beaucaire, imam certes manifestement islamiste, qui a été condamné pour avoir cité un hadith qui appelait à tuer les Juifs. Est-ce que cet exemple-là ne montre-t-il pas qu'il y a un problème avec soit certains versets du Coran, soit certains hadiths, et qu'il faudrait justement réformer l'islam, même si c'est bien sûr pas à nous de le faire, mais qu'en interne il y a un gros souci aujourd'hui avec cette religion, ce qui explique peut-être justement le fait qu'on ait si peu de représentants musulmans qui se manifestent pour dénoncer le terrorisme et l'islamisme et l'antisémitisme. Oui, c'est-à-dire que classiquement, on dit toujours que les intégristes font une lecture littérale de l'islam, alors que les libéraux font une lecture plus spirituelle. D'abord, si on lisait, si on suivait la Bible et le Nouveau Testament au mot à mot, il y aurait énormément de principes qui serait meurtrier. Mais il y a une tradition d'interprétation aussi bien pour le Talmud que dans la religion catholique. J'ai l'impression que cette tradition n'existe pas. Oui, c'est ça. Alors, on peut dire qu'en France, l'exégèse catholique est née au XVIIe, XVIIIe siècle. Enfin, d'abord, effectivement, il y a toujours eu des interprètes. D'abord, il y a 4 évangiles, ce qui permet quand même de diversifier le message, chacune ayant une approche différente du Christ et de la religion. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, donc ça fait quand même une profondeur temporelle extrême. Et puis il y a eu tout ce courant laïque et anticlérical qui a obligé l'Église à se réformer de l'intérieur. Et je rappelle que, pour prendre simplement l'exemple du catholicisme, après des siècles de combats et d'intolérance, l'Église catholique a quand même fait Vatican II. Quoi qu'on pense de Vatican II, Jean XXIII d'abord, Jean-Paul II ensuite, ça a été un formidable moment où les catholiques ont dit « Nous avons trahi nos propres principes, nous avons participé à la persécution des Juifs, des protestants, nous avons consenti à l'esclavage, et donc l'Église a reconnu certains de ses crimes, et s'est publiquement excusé et a décidé de s'engager sur une autre voie. Moi, je rêve d'un Vatican II, entre guillemets, pour l'islam, mais ça n'aura pas lieu, puisque la Sorbonne de l'islam sunnite est au Caire, donc c'est l'université d'Al-Azhar, mais qu'elle s'en tient à un dogmatisme extrêmement rigoureux. Je ne vois pas d'approche réformiste ou réformatrice, alors même que l'on sait que dans le monde arabe et dans le monde arabo-musulman, le nombre des athées va grandissant. En Arabie Saoudite, paraît-il, de plus en plus de gens se convertissent au bouddhisme, à l'hindouisme ou même voire au judaïsme, qui évidemment est un péché absolu pour ceux qui seraient découverts éventuellement. Et je pense que il y a dans le monde musulman, comme il y a eu dans le monde catholique ou chrétien, une certaine fatigue de Dieu. Les gens sont fatigués de faire leurs prières quotidiennes, fatigués de faire tous ces rituels, le ramadan, les femmes d'être courbées sous la loi de leur mari, de leur frère ou de leur père. Mais malheureusement, ces centaines de milliers, voire peut-être ces millions de musulmans qui ont envie d'avoir une pratique modérée de leur religion, n'ont pas pour l'instant de débouchés théologiques. Alors, il y a quand même en France une mosquée dirigée par une femme. Son nom m'échappe là, je l'ai vu l'autre jour à la télévision, son nom. Donc ça, c'est quand même une grande nouveauté, mais elle-même est très prudente, quoi qu'elle soit
à mon avis, elle aussi menacée de mort, parce que une femme imam, ça n'est pas quand même très bien vu. Mais vous avez peut-être remarqué qu'à Berlin, il y avait une mosquée libérale qui accueillait les LGBT, les couples homosexuels. Eh bien, elle a dû fermer sous la menace des intégristes. C'est-à-dire que comme toujours, les extrémistes l'emportent sur les réformistes qui, eux, sont obligés de se cacher ou en tout cas d'utiliser un double langage, de la même façon que pendant des siècles, les philosophes ou les réformateurs en Europe ont été obligés, Descartes par exemple, était obligé pour affirmer ses idées, de s'aligner sur les positions dominantes de l'Église, et ensuite, à l'abri de cela, il pouvait exprimer ses positions révolutionnaires au regard de la théologie dominante. Eh bien, l'islam en est là, mais je crains que cette guerre entre Israël et le Hamas raidisse les positions. Et on voyait par exemple un pays comme l'Arabie Saoudite s'engager timidement sur un certain nombre de réformes. Les femmes ont le droit de conduire, les femmes ont le droit sous certaines conditions d'accéder à certains métiers. Le grand projet de Mohammed Ben Salman, qui est un projet très très important, de faire de Al-Ouna, je ne sais pas si je le prononce bien, donc ce lieu historique des civilisations juives et nabatéennes au cœur de l'Arabie Saoudite, auquel la France est associée. Donc le vœu de Mohammed Ben Salman de dire à ses sujets et à ses concitoyens, avant l'islam, il y avait d'autres civilisations et nous ne sommes pas les seuls, et d'une certaine manière très révolutionnaire dans l'Arabie Saoudite, qui était le cœur même de l'intégrisme wahhabite. Mais maintenant, je crains qu'avec cette guerre, on assiste à un retour en arrière et que le pouvoir saoudien finalement soit obligé. On le voit, les accords qui étaient prévus notamment avec Israël ont été suspendus. Pascal Bruckner, on s'est un peu éloigné, mais c'était passionnant, c'était connexe. Revenons à cette marche contre l'antisémitisme qui est l'actualité du jour. Si je vous ai proposé de venir ce matin, c'est que l'antisémitisme est au cœur de votre œuvre, à tel point que on a longtemps cru que vous étiez juif, Pascal Bruckner, et d'ailleurs vous avez fait croire que vous racontez ça dans l'un de vos romans autobiographiques, Un bon fils. Pourquoi avez-vous entretenu ce mensonge pendant des années? Non, je n'ai jamais entretenu ce mensonge qui s'est produit à l'insu de mon plein gré, comme on dirait. Ce nom dit en tous les cas, mais non, c'est très simple. J'ai un nom qui est Bruckner, qui est protestant et juif en même temps. Or le paradoxe, c'est que, pardonnez-moi de parler de moi, c'est que mon père était un antisémite forcené, proche des idées du maréchal Pétain, ensuite proche de Le Pen. Il a fait le STO volontairement en Allemagne, où il est resté 4 ans en Allemagne et en Autriche, et il a échappé de peu à l'épuration en 45, parce qu'il s'est caché pendant 1 an dans les montagnes autrichiennes sous administration française, ce qui lui a permis de ne pas encourir les foudres des autorités d'épuration. Et donc j'ai été élevé dans la haine des Juifs, et le coup terrible pour mon papa, si j'ose dire, c'est que tout le monde a dit, Bruckner, oui, c'est un juif, il a fait des livres avec Finkielkraut, il est comme Bernard-Henri Lévy, comme André Glucksmann. Avec un nom pareil, forcément, il ne peut être que juif. Et mon père a eu beau écrire à toutes les rédactions de France que je n'étais pas juif et que ce qui nous séparait des juifs, c'était le umlaut, c'est-à-dire le tréma sur le U. Vous voyez que c'est quand même une différence ténue. Je suis maintenant, malgré moi, intégré à toutes les associations juives. Et quand je dis que je ne le suis pas, les gens me disent, mais c'est pas grave, si vous voulez le cacher, on vous comprend. Et donc voilà. Donc je n'ai pas entretenu l'ambiguïté. Je suis de culture catholique. J'ai baigné dans le bénitier toute mon enfance. J'étais chez les jésuites jusqu'à l'âge de 16 ans. Et dans tous mes écrits, vous verrez une présence très forte du catholicisme, même si je ne suis pas croyant. Mais voilà. Et donc, ayant vécu l'antisémitisme de l'intérieur dans ma famille,
ma mère et un certain nombre d'autres oncles et tantes, je le reconnais, mais simplement il faut reconnaître que l'antisémitisme a muté. J'allais vous poser la question. Effectivement, vous avez connu de l'intérieur un antisémitisme d'extrême droite. Aujourd'hui, est-ce que c'est la menace principale en France, cet antisémitisme d'extrême droite, ou c'est un antisémitisme totalement différent? On parlait d'antisémitisme islamiste tout à l'heure. Il y a aussi le lien avec l'extrême gauche. Oui, alors la grande différence entre dans l'antisémitisme, c'est que ça n'est plus l'extrême droite qui tue depuis 1945. Maintenant, ce sont les islamistes. Tous les attentats qu'il y a eu contre les juifs depuis 20 ans viennent exclusivement des islamistes radicaux, avec l'approbation plus ou moins forte de l'ultra-gauche, qui explique qu'au nom de la haine d'Israël, les musulmans sont furieux et que donc ils sont fondés. On parlera de l'ultra-gauche ou même de la gauche radicale ou de la gauche tout court avec Jean-Luc Mélenchon. On en parle après une courte pause. Pascal Bruckner sur Sud Radio, en toute vérité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec le philosophe et écrivain Pascal Bruckner, auteur notamment du Sanglot de l'homme blanc, Un bon fils, islamophobie, un racisme imaginaire, un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Nous parlons depuis le début de l'émission du climat en France, du communautarisme, de cet antisémitisme qui fait son retour, contre lequel il y a une marche cet après-midi à 15h. Pascal Bruckner, avant la pause, vous nous rappeliez que vous aviez connu l'antisémitisme dans votre famille, puisque vous aviez un père antisémite, mais plutôt d'extrême droite, mais vous expliquez que vous saviez reconnaître cet antisémitisme-là, mais qu'aujourd'hui il avait très largement muté, qu'il y avait une forme d'antisémitisme qui était islamiste, et puis que cet antisémitisme avait aussi ses collabos, si j'ose dire, à l'extrême gauche. Oui, alors c'est sur la question israélienne que l'antisémitisme a muté, puisqu'au fond, pour tous ceux qui vénéraient la figure du juif déporté, ils haïssent maintenant l'image de l'Israélien colon, et l'Israélien qui reproduit au Moyen-Orient tous les traits de l'impérialisme occidental, le racisme, l'occupation, la domination, l'écrasement des populations indigènes. Et c'est ça la mutation de l'antisémitisme en antisionisme. Alors le premier qui l'a dénoncé avec talent, c'est Jankélévitch, Vladimir Jankélévitch, qui a été mon professeur à la Sorbonne, et qui a dit au fond l'antisionisme est une aubaine, c'est la permission de haïr les juifs en toute bonne conscience. Si finalement les juifs se conduisent comme les nazis, on a raison de les détester, et on n'a pas à regretter ce qui s'est passé entre 1940 et 1945. Et il a tout dit, et ça c'était dans un livre qui s'appelle L'Imprescriptible. C'était un papier qui est paru, je crois, dans les années 60-70. Et depuis, cette hostilité à l'égard d'Israël n'a cessé d'augmenter, et elle est dormante en temps habituel, et puis elle explose au moment des attaques ou des combats entre Israël et les Palestiniens. Et donc là, et alors depuis le début du siècle, depuis la première et seconde intifada, l'hostilité envers Israël a de nouveau considérablement augmenté, avec en parallèle la constitution du Palestinien en nouveau juif en quelque sorte. Le nouveau damné de la terre porte le kéfier et se bat pour sa survie. Et donc vous avez cette inversion des priorités. On nazifie les Israéliens et on judaïse les Palestiniens. Et donc voilà, c'est inversion effectivement des rôles. C'est intéressant parce que je vous propose d'écouter le député LFI David Guiraud qui a tenu des propos justement en Tunisie qui font écho à ce que vous étiez en train de dire. On les écoute ensemble, s'il vous plaît. Rendez-vous compte quand même que les médias diffusent ces informations. Il n'y a aucun mea culpa. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Je crois que c'est Sabra et Chati, là.
Ah ouais. Oui, pardonnez-moi. On est de retour à l'antenne. Et donc David Guiraud, est-ce qu'on n'est pas parfaitement dans la version accusatoire, effectivement, que vous décriviez? Israël devient le coupable de tous les maux, y compris quand Israël a été victime, puisque c'est le Hamas qui effectivement a agressé Israël avec un pogrom auquel on a pu assister le 7 octobre. Oui, alors sans parler de ceux qui accusent Israël d'avoir organisé lui-même ce pogrom pour se victimiser et justifier l'attaque contre le Hamas. Alors, passons sur la faute stratégique énorme du cabinet Netanyahou de ne pas avoir vu les préparatifs de l'agression. Je pense qu'il payera cette faute très cher après la guerre et qu'il finira probablement sa vie, sinon en prison, du moins en résidence surveillée. Mais à part cela, effectivement, l'ultra-gauche s'efforce de minimiser les crimes contre Israël parce que la faute d'Israël, c'est d'exister en quelque sorte. Le foyer national, les Juifs n'ont pas le droit à un foyer national et ils n'ont aucune légitimité sur cette terre d'Orient. Alors il faut rappeler quand même qu'il y a une présence juive depuis 1300 avant Jésus-Christ et que le judaïsme est bien antérieur à l'islam et que en 1948, l'ONU avait voté l'existence d'un foyer juif et d'un foyer palestinien. Mais en dépit de cela, pour une majorité de l'ultra-gauche, les Israéliens n'ont aucun droit à résider là où ils sont. Et d'ailleurs, samedi dernier, pas hier, mais il y a 8 jours, lors de la manifestation en faveur des Palestiniens, à laquelle ont assisté un certain nombre de leaders de gauche, dont Olivier Faure, du Parti Socialiste, un orateur parlait en arabe et expliquait que non seulement les Israéliens n'avaient pas le droit de résister au Hamas, mais que même ils devaient, en quelque sorte, se préparer à faire leurs valises pour partir, parce que leur présence sur cette terre était un outrage. Donc, on voit que et je trouve scandaleux qu'on ait donné la parole à ce monsieur dans une manifestation place de la République contre les représailles israéliennes à Gaza. Mais l'ultra-gauche conjoint deux antisémitismes très précis. Il y a d'abord le vieil antisémitisme qui était celui de Jules Guesde, qui était celui de Proudhon. Vous dites ultra-gauche depuis tout à l'heure. Elle est ultra dans le sens où elle défend des idées très radicales, mais enfin, elle siège à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est l'ultra-gauche ou c'est... Vous avez raison, non, vous avez raison, Alexandre. David Guiraud est un député insoumis, donc c'est pas l'ultra-gauche qui est hors parti, vous avez raison. Elle n'est pas groupusculaire, disons cela comme ça. Elle n'est pas groupusculaire. La France Insoumise a fait un très bon score grâce à Jean-Luc Mélenchon et la NUPS est en quelque sorte liée à la France Insoumise. Et si j'étais socialiste ou vert ou autre, je romprais l'alliance. Et d'ailleurs, Fabien Roussel, on peut ne pas être d'accord avec Fabien Roussel, mais c'est le seul à gauche qui est véritablement une ossature, une colonne vertébrale, et qui a dit non à Mélenchon. Et donc là, je crois que le Parti communiste a quitté la NUPS. Mais donc la gauche, ou une fraction de la gauche, oui, considère depuis le 19e siècle, et d'ailleurs on voit ça aussi chez Karl Marx, que les Juifs c'est la finance, c'est la banque, c'est la plutocratie. Au début du 20e siècle, il y avait un conflit entre Jules Guesde, syndicalistes et Jean Jaurès. Et pour Jules Guesde, évidemment, les Juifs étant liés à la richesse, c'était les Rothschild, c'était les Pereire, c'était les Camondo, c'est tous les gens extrêmement riches, devaient incarner en quelque sorte le capitalisme, donc le système que l'on voulait renverser. Et c'est pourquoi toute une partie de la gauche, y compris Jean Jaurès, est restée insensible à l'affaire Dreyfus, puisqu'on ne pouvait pas persécuter un capitaine juif, étant donné que les Juifs étant la bourgeoisie ne pouvait être que complice de ce capitaine qui avait soi-disant collaboré avec l'ennemi allemand. Et c'est ce climat, en tout cas ce climat antisémite, au nom de la lutte contre le capitalisme, est resté très présent dans l'ultra-gauche jusqu'à aujourd'hui. Il reste très présent. Et pour tout un nombre de gens, les Juifs étant riches font partie des exploiteurs
et donc ne peuvent pas être en quelque sorte intégrés comme d'autres citoyens à la nation française. Et la question israélienne se rajoute à cet antisémitisme de gauche classique pour en quelque sorte s'additionner et constituer un bloc de réprobation, voire de haine, à l'endroit d'Israël, mais aussi à l'endroit des Juifs de France, qui ne sont admis au dialogue que s'ils répudient publiquement l'État d'Israël et s'ils disent leur aversion pour le sionisme et ses projets. Donc le terreau, il n'est pas nouveau. Hein. Quand on parle d'explosion d'antisémitisme, parce que tout d'un coup, les loups sont sortis du bois, là. C'est vrai que là, c'est une nuit de cristal symbolique qui, je l'espère, ne dégénérera pas en attentat, mais là, tout d'un coup, toutes les précautions oratoires qu'on avait prises, toutes les pseudo-apitoiements sur le juif déporté, sur les camps de la mort, tout cela est balayé par une haine qui a retrouvé une nouvelle vigueur, mais qui était présente en Angleterre, dans le Labour Party, dans le Parti travailliste, avec Jeremy Corbyn, accueilli comme un dieu vivant par Jean-Luc Mélenchon et Daniel Obono, Daniel Simonet. Et puis, aux États-Unis, on voit bien que le mouvement Black Lives Matter lui-même est en train d'aller vers un antisémitisme ouvertement affiché. On agresse des rabbins, un homme a été tué, un juif américain a été tué lors d'une manifestation. Et aux États-Unis, vous savez, comme la violence monte très très vite. Et donc, je ne suis pas étonné par ce qui se passe, je suis horrifié. C'est simple, je suis horrifié par la virulence des propos, mais je ne suis pas étonné parce que depuis 20 ans, cela dure, cela s'est installé, et au fond, je crois que toute une partie de l'extrême gauche n'attendait qu'une étincelle pour exprimer son aversion, et Jean-Luc Mélenchon en est un bon exemple, puisque lui, effectivement, a choisi, par électoralisme, délibérément le camp, non pas des musulmans, mais des islamistes. C'est-à-dire de la fraction la plus radicale des Français de confession musulmane. Il s'est associé en 2019 à une manifestation de gens extrêmement douteux qui luttaient contre l'islamophobie. Et là, Mélenchon a choisi son camp. Alors, s'agit-il chez lui d'un retour du refoulé, ou s'agit-il véritablement d'une nouvelle voie qu'il a prise? Je n'en sais rien. Je me souviens qu'il était plutôt pro-israélien autrefois, qu'il était laïque. Là, il a balayé toutes ses idées par opportunisme, peut-être par volonté de continuer à jouer un rôle. Il y a peut-être aussi un autre élément dont il faut tenir compte chez Jean-Luc Mélenchon, c'est son âge. C'est-à-dire que voilà un monsieur qui, il y a 4 ans, je crois, disait « La République, c'est moi ». Bon, ça pose quand même des problèmes sur son état psychiatrique, et qui 2 ans après disait Mélenchon Premier ministre. Vous vous souvenez, au mois de juin, il y a 2 ans. Donc, si j'étais son médecin, je m'interrogerais peut-être sur un certain état de santé mentale. Est-ce que ce monsieur a encore toute sa tête, ou est-ce qu'il ne ferait pas bon de le soigner? Mais qu'importe, l'essentiel, c'est que sa parole véhicule une haine à l'égard des Juifs français, une haine qui ne se cache pratiquement plus, et vis-à-vis de laquelle, d'ailleurs, je trouve les médias français sont assez prudents. Mais enfin bon, écoutez, c'est comme ça. Il faut tenir compte de cet état de choses. Il vaut mieux connaître ses ennemis plutôt que de les croire de son côté. Oui, peut-être que s'il y a une chose utile dans la période que nous vivons, c'est effectivement que ce conflit a agi comme un révélateur et de certaines choses que beaucoup ne voulaient pas voir, notamment sur l'extrême gauche. On continue à discuter de tout cela après une courte pause. Pascal Brucker, on se retrouve sur Sud Radio en toute vérité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Tout à l'heure, vous avez bien montré, Pascal Bruckner, bien que vous l'avez rappelé, vous avez eu un père d'extrême droite, vous avez aussi combattu l'extrême droite, mais vous avez bien montré tout à l'heure que le danger aujourd'hui venait plutôt de l'extrême gauche, venait plutôt de l'islamisme. En tout cas, s'il y a un antisémitisme qui tue en France, il est islamiste, avec la complaisance de certains dans une fraction de la gauche. Pourtant, toute la semaine, où on a parlé de la présence ou non du Rassemblement national à cette manif contre l'antisémitisme. Comment vous vous situez là-dessus? Est-ce que vous pensez, compte tenu de l'histoire du Rassemblement national, il n'avait pas sa place dans cette manif? Vous voulez renvoyer dos à dos l'extrême gauche et le Rassemblement national, comme l'a fait encore Elisabeth Borne ce matin? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur la ligne Serge Klarsfeld, qui a expliqué notamment dans les colonnes du Figaro que
finalement, il fallait se réjouir qu'un parti autrefois d'extrême droite, autrefois antisémite, manifeste sa volonté de rejoindre les valeurs républicaines et manifeste contre l'antisémitisme. Oui, je pense que Jordan Bardella a commis une erreur en expliquant que Jean-Marie Le Pen n'avait jamais été antisémite. Après, il s'est rattrapé, et donc il a corrigé ses propos. Mais oui, je pense que la ligne Klarsfeld est la plus raisonnable. Effectivement, si un parti qui a eu des racines dans la collaboration et dans la guerre d'Algérie se convertit maintenant à la lutte contre l'antisémitisme, eh bien tant mieux. Il faut plutôt s'en réjouir. Et il faut plutôt se désoler que la majorité ait ouvert un front polémique sur ce sujet, absurde, parce que malheureusement, aujourd'hui, l'antisémitisme est incarné par une fraction de la France insoumise, je dirais par le Politburo. On voit bien qu'à l'intérieur de la France insoumise, il y a des tensions énormes. Raquel Garrido est partie, François Ruffin récuse la mainmise totalitaire du petit chef Mélenchon. Mais donc la France insoumise est elle-même fracturée et va peut-être exploser. Mais en tout cas, pour moi, la très mauvaise nouvelle de ces dernières années, c'est cet emballement pour la gauche ex-marxiste, ex-radicale en faveur de l'islam radical. Mais là aussi, ça fait des années, nous le savons, que toute une partie de la gauche a embrassé le credo islamiste. Vous savez que l'islamo-gauchisme date d'un papier d'un trotskiste anglais qui s'appelle Christopher... j'ai oublié, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom, Herman ou quelque chose comme ça. Qui est membre du SWP, le Socialist Workers Party, un groupe plus trotskiste, et qui explique dans son papier qui s'appelle Le prophète et le prolétariat, que sous certaines conditions, les communistes révolutionnaires peuvent s'associer à l'islam, car l'islam, ce sont les masses en révolte, et qu'il faut réorienter ce combat réactionnaire, puisqu'ils sont croyants, vers la lutte contre le capitalisme. Et ce qu'ont fait d'ailleurs les communistes en Iran, ça leur a pas tellement réussi. Alors oui, c'est la révolution iranienne qui a véritablement démarré le processus, et quand les marxistes en perdition ont vu ces foules immenses hurler et renverser le Shah, ils se sont dit, à nous la bonne soupe, on va aller reprendre un autre compte. Alors évidemment, ils ont fait ça aussi avec Tariq Ramadan, donc au début de notre siècle, le Forum social européen, et ils se sont aperçus qu'en réalité ils étaient les dindons de la farce, parce que si les islamistes acceptaient de parler la langue de l'anticapitalisme, c'était évidemment aux fins d'asseoir leur prééminence. Mais aujourd'hui, l'antisémitisme est passé massivement à gauche. Alors je ne dis pas qu'il ne reste plus d'antisémites à droite et à l'extrême droite. Évidemment, il y a toujours ce vieux fond qui est là, présent. Mais c'est quand même cette gauche qui a repris le flambeau et qui a donné à cette passion immémoriale, lui a donné un nouveau souffle. Il y a effectivement la responsabilité directe des antisémites, que ce soit les islamistes, que ce soit l'extrême gauche, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un déni, justement, aujourd'hui, des partis qui voudraient exclure notamment le Rassemblement national, des partis du bloc central, déni de cette montée de l'antisémitisme, puisque on a l'impression qu'on se réveille, que c'est arrivé avec le 7 octobre. En réalité, ça fait des années qu'on en parle de manière moins forte, mais Georges Bensoussan avait écrit Les territoires perdus de la République en 2002. Mohamed Merah, ça date de 2012. Il y avait eu très peu, il y avait une manifestation à l'époque, les Juifs s'étaient retrouvés entre eux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un déni des partis institutionnels par crainte finalement de stigmatiser les musulmans, par refus finalement de remettre en cause leur propre politique d'immigration, puisque c'est un antisémitisme qui est largement importé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement tout le monde n'a pas sa part de responsabilité dans le champ politique sur cette question de la montée de l'antisémitisme en France? Bien sûr, droite et gauche comprise, parce que la droite a été quand même favorisé l'immigration depuis Valéry Giscard d'Estaing, la Seconde Guerre mondiale, le regroupement familial, pour des raisons économiques notamment. Pour des raisons économiques, et bon, évidemment c'est un vaste sujet, mais de toute façon, tous les gouvernements qui se sont succédés en France depuis 20 ou 30 ans sont dans le déni.
C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ce qui se passe, on préfère dissimuler les problèmes. Il faut toujours, vis-à-vis de l'islamisme, même Emmanuel Macron a été dans le déni jusqu'à l'assassinat de Samuel Paty, où il a lancé ses lois contre le séparatisme, lois qui ont été dénoncées par la gauche et l'extrême gauche comme étant des lois racistes, islamophobes, insupportables. Et donc, malheureusement, le mécanisme de la démocratie, l'obligation de flatter des clientèles extrêmement diverses fait que les gouvernements ne se réveillent que quand il est trop tard. C'est un peu la définition de la philosophie selon Hegel, c'est la chouette de Minerve qui se lève le soir quand le jour est tombé. Et ben c'est quand les choses sont arrivées que tout d'un coup on comprend que on est là face à un énorme problème. Et je crains que cette marche contre l'antisémitisme ne suffise pas. Si au moins elle est massivement suivie, parce que je pense qu'il faudrait au moins 100 000 personnes pour que ce soit impressionnant. Et s'il n'y a pas 100 000 personnes, ce sera un échec. C'est terrible à dire, mais ce sera un échec. Nous serons très loin des chiffres de Carpentras, où il y avait 1 million de personnes pour protester contre la profanation des cadavres de citoyens français juifs enterrés là-bas. Et d'ailleurs, manifestation à laquelle s'était jointe François Mitterrand. Mais on a changé complètement d'époque. Le tabou sur l'antisémitisme est tombé. Dans une certaine gauche antiraciste, non seulement il n'est plus tabou d'être antisémite, mais c'est même recommandé. Et là, il faut quand même faire la part de l'idéologie woke, on n'en a pas encore parlé. Qu'est-ce que c'est que le wokisme? C'est une sorte d'accentuation de tous les préjugés du progressisme classique. Et l'idéologie woke importée des États-Unis vous dit qu'il n'y a qu'un oppresseur dans le monde, c'est l'homme blanc occidental, qui est raciste quoi qu'il fasse, qui est raciste comme il respire. Et cet homme blanc, à côté de lui, il y a le juif. Il y a quelques années, un article était paru dans The Atlantic, une grande revue nord-américaine, en se demandant: les juifs sont-ils blancs? La réponse était oui. Donc s'ils sont blancs, ils sont oppresseurs. Par conséquent, il faut les chasser de leur place de victime. Et donc, on a le droit, et pour certains même le devoir, d'être antisémite parce que Israël est un projet colonial qui prolonge le grand impérialisme des nations européennes. Et occidentales. Et oui, c'est ce que vous expliquez notamment dans votre livre, la construction du bouc émissaire blanc, mais même avant dans le sanglot de l'homme blanc ou encore dans la tyrannie de la pénitence. Est-ce que cet antisémitisme s'inscrit finalement dans un mouvement plus vaste de haine de l'Occident par une partie de l'Occident lui-même, si vous voulez, de détestation de soi et de grand déclin occidental? Oui, absolument. Donc il y a ça. Il y a la volonté de minimiser la Shoah, aussi de dire qu'au fond c'était un épisode parmi d'autres dans tous les massacres qu'ont commis les colonisateurs. En revanche, il y a un élément qui me rend quand même relativement optimiste. On disait tout à l'heure que ça avait été un révélateur, ce qui s'était passé le 7 octobre. Ça avait montré à quel point la France insoumise était gangrenée par l'antisémitisme. Il y a un élément qui me rend optimiste, c'est qu'au fond, le soutien au peuple palestinien, aux Palestiniens en général et au Hamas, il est en vérité très faible en France en tout cas, très faible, pour une simple raison, c'est que le Bataclan est passé par là. Ce que les gens du Hamas ont fait aux Israéliens le 7 octobre, ils le feraient chez nous avec le même enthousiasme, la même fièvre, si on leur donnait la possibilité de nous tuer. Effectivement, il y a le wokisme qui est un mouvement plutôt occidental de critique virulente et manichéenne de l'Occident, mais il y a aussi, ça s'inscrit aussi dans une forme de choc de civilisation. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, qu'en réalité, dans le conflit israélo-palestinien, il y a certes un conflit territorial, national, qu'il faut prendre en compte, mais de plus en plus, c'est un conflit de nature religieuse et idéologique. Oui, quand un des chefs du Hamas, qui a été tué d'ailleurs, expliquait que la Palestine c'était une première étape pour islamiser le monde entier, liquider les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les hindous. Bon, c'est un peu ambitieux comme projet parce que là c'est quand même un gros morceau. Il dit la vérité, c'est-à-dire que pour moi la cause palestinienne n'est pas populaire aujourd'hui. Elle n'est pas populaire, malheureusement pour les Palestiniens eux-mêmes, car je suis en faveur d'une solution à 2 États, parce qu'elle est assujettie à l'islam radical.
Et tant que nous verrons que les manifestations pro-palestiniennes se déroulent sous le cri de Allahu Akbar, bien pour moi, Allahu Akbar, c'est le Bataclan, c'est Nice, c'est les massacres des terrasses du 11e arrondissement, et cela freine considérablement le soutien inconditionnel du peuple français aux extrémistes du Hamas. Par conséquent, quel que soit l'état de l'antisémitisme en France, et je pense qu'il n'est fort que à l'extrême gauche et dans certains fragments de la communauté musulmane, je pense qu'au final, les Palestiniens sont en train de perdre un fort soutien. Et le grand défi pour les Israéliens, pour les Américains, pour les Européens, sera de trouver des interlocuteurs en Cisjordanie et à Gaza qui justement ne reprendront pas à leur compte ce discours religieux hyper agressif qui fait horreur au reste du monde. Un dernier mot, Alexandre Devecchio, avez-vous vu qu'en Inde, plusieurs centaines de milliers d'hindous sont volontaires pour aller se battre en Israël aux côtés de Tsahal contre les forces du Hamas. Ça veut donc dire que cette menace planétaire de l'islam, elle inquiète, de l'islam radical, elle inquiète le monde entier. Qui est en train de se réveiller, notamment en Occident. Et ça se retourne contre les musulmans eux-mêmes. Et c'est pour ça il faut en appeler véritablement à la voie de la sagesse, à la voie de la modération et la voie d'une réforme de ce grand monothéisme aujourd'hui dévoyé par les intégristes. Merci Pascal Bruckner. On espère qu'il y aura tout de même du monde dans cette manif à 15h pour protester contre l'antisémitisme. C'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Dans toute vérité, je vous laisse avec les informations. Merci.